Je t'ai convoqué, mon ami. Voilà, je t'ai convoqué aujourd'hui. Je te préviens, j'ai faim, d'accord? Donc je suis un petit peu, un peu speedos comme ça. Speedos. Je t'ai convoqué aujourd'hui pour passer en revue mes dernières trouvailles en matière de bande dessinée, de manga, d'animation japonaise, entre autres, même si voilà, c'est plus qu'entre autres. L'animation japonaise, c'est mon dada, tu l'auras compris. Voilà, je suis toqué d'art visuel, surtout quand le texte littéraire s'en mêle, ça me surbotte. Et il fallait que je te parle de quelques trouvailles, notamment Coq de combat, qui est un âme sensible, s'abstenir. D'ailleurs, tu vois, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, pour public averti, c'est pas rien. L'aigle, il est stylé. Euh, Chapeau bas au créateur de cet ovni. Chapeau bas, pourquoi? Parce que c'est le mythe de l'infanticide inversé. On n'a pas affaire à un enfant qui se fait dévorer par ses parents, on a affaire à l'inverse. Ça n'est pas Chronos, Ouranos et tous nos copains grecs qui bouffent leurs enfants ou qui tentent de les bouffer, c'est un enfant qui dévore ses propres parents. Il les tue concrètement. Voilà, le personnage Ryo Narushima tue ses parents. Et en dépit de cela, il est le protagoniste de cette histoire complètement dingue. Il en est le protagoniste. Bon, voilà. Et je salue l'audace des créateurs de nous avoir livré un protagoniste à ce point ténébreux auquel nous finissons, tant bien que mal, par nous attacher. Tu vois. Le mec comme l'irréparable, et malgré cela, nous suivons les différentes étapes de son récit initiatique avec sérieux, avec avidité même. Nous voulons savoir ce qui va lui arriver. Il passe par la case maison de correction, forcément. Il a 16 ans quand il commet l'irréparable. Euh, et je te raconte pas ce qui lui arrive en maison de correction. Il est tout bonnement saccagé, euh, in and out, saccagé le môme. Et forcément, t'es atterré en lisant et en regardant ce qui lui arrive. Et en même temps, tu dis, mais putain, mais lui-même, c'est quand même un sacré salopard. Et par le truchement des arts martiaux, c'est là où ça devient intéressant, par le truchement des arts martiaux, le gamin va petit à petit sortir des ténèbres. En tout cas, je crois, parce que je n'ai pas terminé. Concrètement, je t'en parle, j'ai même pas fini la série, mais tel que les choses nous sont présentées, il va tenter tout du moins de remonter à la surface de ses propres ténèbres. Évidemment, ça n'ira pas sans heurts. C'est un voyage initiatique comme je les aime. Alors, j'ai pas fini Cobra Kai non plus. Tu vois, je te parle de trucs que j'ai pas fini. J'ai pas fini Cobra Kai. Tu connais Cobra Kai? J'y avais consacré une émission. C'est pareil, la transcendance par le biais des arts martiaux. Là, si tu veux, c'est le même topo en beaucoup plus sordide, en beaucoup plus sombre. Il y est question de violence que je ne vais même pas aborder ici. Je te laisse le lire. Si tu as les tripes bien accrochées, âme sensible, s'abstenir. Mais, euh, mais si tu veux, en tant que créateur, si je te parle de ça, c'est quoi? C'est parce que, en tant que créateur, je salue l'audace des mangaka. C'est-à-dire que être mangaka, c'est pas de tout repos, mon ami. Tu sais, tout le monde n'est pas Eiichiro Oda ou Akira Toriyama. C'est un métier qui est difficile, comme en France d'ailleurs, hein. Dessinateur, scénariste, tu vois. C'est compliqué quand même, tu vois. Autant vivre sous les ponts, dans bien des cas, mais les mecs sont passionnés, et heureusement qu'ils le sont, tu vois. Je, je, je m'identifie à eux, donc forcément, je ne vais pas dire le contraire. Les mecs sont passionnés et ceux-là vont à contre-courant de ce qu'attend le marché, a priori, tu vois. C'est pas My Hero Academia, c'est pas Demon Slayer, c'est un truc beaucoup plus sombre. Et ils se sont dit à un moment donné, ça va marcher, forcément. On va y consacrer
des milliers d'heures de travail, ça va fonctionner, tu vois. Les éditeurs vont nous faire confiance. Il va falloir payer des assistants parce que mangaka, c'est ça. Tu travailles pas tout seul. Tu payes des assistants. C'est pas simple de les payer quand toi-même t'as pas de thunes, tu vois. Mais ils l'ont fait. Ils ont été au bout de leur rêve. Et en partant, encore une fois, j'insiste parce que ça me paraît dingue, en partant d'un postulat tout à fait sordide, comment veux-tu t'identifier, comment veux-tu t'attacher à un tel personnage, comment veux-tu t'attacher à Rio, même s'il a une belle gueule et qu'il est habillé en tri avec un bonnet, tu te dis non, ce mec-là est un pur salopard. Les arts martiaux, c'est très bien, mais finalement, c'est encore une forme de violence, en tout cas telle que lui pratique les arts martiaux. Tu vois, on est encore dans. Au départ, c'est des bastons de rue, tout ça, avant que ça devienne codifié par l'aspect sportif de la discipline. Quand Rio va se lancer dans des tournois, des championnats, bon, voilà, j'en dis pas plus. C'est quand même de la violence. Euh, la violence esthétisée, moi j'aime ça, perso. Voilà, la violence esthétisée, c'est quelque chose de revigorant. Là, il y a une violence qui est psychologique, elle n'est pas seulement dans les bastos, si tu veux que ça scène les copains, elle va beaucoup plus loin. C'est une violence qui est psychologique. Le gamin, il est fracturé de l'intérieur et c'est triste, tu vois, forcément. Donc, il y a cette découverte-là. Il y a Katanga. Alors là, Japon, Congo, tu vois, on change de latitude. Katanga, c'est une bande dessinée de facture européenne. Nous sommes au Congo belge dans les années 60. Le Congo vient d'obtenir à la force du poignet son indépendance. Le Congo a arraché son indépendance des mains des Belges, sauf que entre les mains des Belges se maintient le Katanga, qui est une région congolaise, une région hautement minière. Si tu veux, les richesses du Katanga sont sans commune mesure. Il y pleut des diamants, c'est l'Eldorado, quoi. Donc les Belges ne veulent pas lâcher la région. Les Katangais se distinguent des Congolais. Moi, je ne connaissais pas cette histoire dans les détails. Et par le talent des scénaristes et dessinateurs, si nous rentrons dans les affres de cette histoire, ô combien violente aussi, matinée de racisme impitoyable. Si tu veux, tous les personnages blancs sont des putains de racistes insupportables dans Katanga. Les personnages noirs sont un peu plus nuancés. Je pense notamment à ce couple de frères et sœurs. Pourquoi je regarde là? Je ne sais pas. C'est toi que je regarde. Ah, oh, comme je t'aime. Voilà, je pense à ce couple de frères et sœurs. C'est dur, c'est âpre. Le Congo dans les années 60, c'est très âpre. C'est le sang qui pisse, c'est l'or qui ruisselle. Euh, et même les personnages finalement qui sont voilà, sympathiques, qui portent en eux l'espoir d'un monde meilleur, finissent engloutis dans les ténèbres. Je t'en dis pas plus. Voilà, c'est pas simple, hein, c'est pas simple comme bande dessinée, mais c'est pareil. L'esthétique finalement rachète peut-être la violence à sa façon, tu vois. C'est-à-dire que les pages sont chaudes, tu sais, la colorisation est très séduisante, très, très chaude comme ça. Tu te dors un peu la pilule au soleil sous le soleil du Congo et du Katanga, quoi. Voilà, c'est bien fait. Comment raconter une histoire, pareil, sordide, mais de manière revigorante d'une certaine façon. Ouais, donc j'ai découvert les Chevaliers d'Héliopolis. Ce sont des choses que j'ai empruntées à la bibliothèque. Je passe beaucoup de temps à la bibliothèque avec mon fils et j'y travaille. Et pendant que lui joue aux jeux vidéo, puis quand il a fini de jouer aux jeux vidéo, j'ai fini de travailler, on se rejoint et puis chacun choisit les bouquins qu'il va emporter. Tu vois, c'est notre petit rituel à nous. Et donc je découvre voilà, tout un tas d'œuvres. J'ai une espèce de boulimie
de lecture en ce moment. Bon, j'ai toujours pas mal lu, tu vois, mais alors là, ça prend des proportions dantesques. Et j'ai découvert donc Les Chevaliers d'Héliopolis, signé Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, qui est un artiste complètement allumé. Moi, j'adore, hein. Il est frappadingue. D'ailleurs, l'un de ses disciples n'est autre que Kanye West. Kanye West est fanat de Jodorowsky. Jodorowsky, concrètement, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un. Si tu connais, qui ne connaît pas. C'est un réalisateur, un auteur de bande dessinée. Voilà, c'est ça, un écrivain devant l'Éternel et un spécialiste du tarot. Il est très mystique. Et dans Les Chevaliers d'Héliopolis, ouais, le mysticisme prend des proportions effarantes. Concrètement, c'est quoi? On a affaire à Louis XVII, qui est le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Louis XVII incorpore une société secrète, une fraternité mystique qui a pour vocation de sauver l'humanité d'elle-même. Voilà. Et Louis XVII va servir aux frères de cette congrégation d'espions. C'est leur espion, c'est leur va-t-en-guerre, voilà, c'est leur ambassadeur, ce jeune homme. Alors, jeune homme et jeune femme, il faut savoir une chose au sujet de Louis XVII, et c'est pas un spoil, hein, tu le sais très vite, il est hermaphrodite, euh, moitié garçon, moitié fille, tu l'auras compris, hermaphrodite, hein, l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite, selon la légende grecque, mi-garçon, mi-fille. Et Louis XVII va tomber amoureux de Napoléon. Alors, il tombe amoureux de Napoléon sous sa forme féminine. Il tombe sous le charme de Jack l'Éventreur, sous sa forme masculine. Tu vois, il joue sur les tableaux comme ça, les tableaux genrés. Il joue là-dessus pour parvenir à des fins politiques. Dans le cas de Napoléon, il s'agit de freiner la course folle de Napoléon, sa course au pouvoir, de freiner tant bien que mal cette course au pouvoir. Donc voilà, Louis XVII est chargé de cela. C'est très mystique, mec. Je sais pas, mec, meuf, nana, coco, cocotte, yo-yo. Toi-même, t'es hermaphrodite finalement. J'adore. Tu portes tous les noms, c'est ça qui est bon. Je peux pas t'en dire plus parce que je veux pas voilà, te gâcher ton plaisir, mais c'est très mystique. Si tu es un peu perché comme ça, les Chevaliers d'Héliopolis, c'est bon pour toi. C'est pareil, les pages sont très chaudes. Tu vois, il y a vraiment une maîtrise de la couleur comme ça qui te donne envie de croquer dans les pages, de plonger dedans, de faire la crêpe, tu sais, comme à la plage, mais sur une page. C'est génial. Franchement, ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Alors, GTO, je connaissais un peu, j'avais commencé, puis j'ai pas accroché il y a quelques temps de cela, mais je me suis dit pourquoi pas recommencer, pourquoi pas redonner une chance à Onitsuka, cette espèce de vieille racaille qui prétend devenir le plus grand professeur du Japon. Tu vois, il intègre l'éducation nationale. Et il prétend devenir bah, le Robin Williams, tu sais, dans le cercle des poètes disparus, quoi, le Robin Williams du Japon. Tu dis, mais comment c'est possible, le mec, voilà, c'est une espèce de biker ultra violent, obsédé par les nanas. Enfin, tu dis, mais lui, devenir un professeur, enfin, comment, pourquoi? Et je t'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. C'est drôle, c'est absurde. Euh, j'ai commencé le premier volume. Et après, je suis passé à l'animé. Et là, retourne aux sources. Je reviens aux sources. Je t'en dirai plus quand j'en saurai plus moi-même, tu vois. Voilà. Ça, c'est GTO. En termes d'animé, parlons peu, parlons bien. Kingdom, en ce moment, c'est pareil, si tu veux. Il y a toujours cette espèce de fil conducteur dans ce que j'aime, en tout cas en ce moment. Tu vois, je te parlais du voyage initiatique. Il en est encore question dans Kingdom. C'est l'histoire d'un un jeune esclave qui a de grands rêves. Il rêve de devenir le plus grand général sous les cieux.
c'est pas n'importe quel rêve. Nous sommes à l'époque des royaumes combattants en Chine. Lui-même s'appelle Chine. Voilà, c'est tout de même, c'est tout de même inattendu. Il s'appelle Chine, il vit en Chine. C'est pas encore la Chine, Coco. C'est pas encore la Chine. Attends, bouge pas. Voilà. Ouais, je suis plus beau comme ça quand même. Ouais, c'est ça. C'est pas encore la Chine, mais on y est presque. Hum, Il part de rien, ce gamin, si tu veux. Il est esclave. Ouais, voilà. Ce qu'on peut faire plus bas concrètement, eh ben, il part de ce point d'ancrage et il se développe, il développe ses capacités militaires, ses capacités de stratège. Au départ, il n'est pas très stratège, Shin. Il est un peu comme Luffy, voilà, c'est une tête brûlée, quoi. Il fonce dans le tas. Il a ce que j'adore, l'autoconviction. Il est accablé, si j'ose dire, de cette épée à double tranchant qu'est l'autoconviction. Il est auto-persuadé d'atteindre ses objectifs immenses. Survient un drame, je te raconte pas lequel, survient un drame qui va le bouleverser et qui va activer sa démarche. Il va y mettre d'autant plus de cœur quand le sort le frappe de la façon dont il le frappe. Je t'en dis pas plus. Donc ça, c'est Kingdom. Il y a Vinland Saga. Vinland Saga, c'est les Vikings. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube de Vinland Saga. J'y ai consacré une courte émission. La mise en scène, oh là là, elle fait mal aussi. Ça fait mal. Cette violence esthétisée, là, c'est... On en mangerait sans fin, tu vois. C'est toujours le même arc, tu vois. Un jour, je changerai mon fusil d'épaule, mais c'est vrai que je suis fasciné par ces histoires-là, tu vois, de comment l'être humain parvient-il à exploiter le maximum de ses capacités, sachant que les circonstances contextuelles lui sont défavorables. Comment y parvient-il? L'autoconviction et bien entendu les congénères, les congénères bienveillants qui vont pousser notre protagoniste vers les sommets, dans la mesure du possible. Ce protagoniste va souffrir le martyr, ce n'est pas de tout repos que d'être un héros. Il va souffrir le martyr, notamment le personnage principal de Vinland, Thorfinn, qui est hyper stylé. Il va non pas commettre l'irréparable comme Rio en coq de combat, mais il va en passer par des vertes et des pas mûres, beaucoup de violence, puis une violence reçue très jeune, tu vois, en héritage, quoi. Et voilà, mais j'aime le contraste. J'adore le contraste. Pourquoi je crie? Je sais pas. Je sais pas si tu m'entends bien. Je sais pas. Mais bon, on va essayer. J'aime le contraste. Et c'est vrai que en Asie, ils savent très bien faire ça. Je pense notamment à la série Glory, The Glory. Je sais pas si tu connais la série, une toute nouvelle série Netflix là où il est question d'une fille harcelée par ses camarades, une espèce de partie de tortionnaire adolescent comme ça qui maltraite, qui saccage cet enfant qui va en grandissant se raffermir, s'affirmer et se raffermir et tenter eh bien, de rendre coup pour coup. Alors là, on est plus dans une stratégie psychologique. Hein. Elle va miner de l'intérieur ces tortionnaires. J'ai pas encore terminé la série de Glory, mais pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que c'est en relation avec tout ce que je te dis sur la violence esthétisée, c'est que la pilule est plus difficile est plus facile, pardon, à ingérer quand elle est enrobée de mise en scène. C'est ça. La pilule dramatique est plus facile à ingérer quand elle est enrobée de mise en scène. Note. Euh, et c'est vrai que les Coréens font très bien ça, les Japonais font très bien ça. C'est très beau et très sordide à la fois. C'est très beau et très fantasque à la fois. C'est sordide à souhait, mais ça te laisse rêveur.
Ils savent très bien faire ça en Asie, notamment en Corée et au Japon. Je connais quand même un petit peu le cinéma coréen, le cinéma japonais, et c'est vrai que c'est c'est à couper le souffle, quoi. Et puis, si tu veux, moi, je prends des notes. Il est où mon carnet? Je sais pas, il est quelque part là-bas. Je note. Tu sais, j'ai pour habitude depuis très longtemps de noter tout ce qui m'inspire, quoi. Des citations, des phrases, des drôleries, des trucs chelous. Je note, je note, je note. Et au gré de ma propre production, j'incorpore ce que j'ai noté, à ce que j'écris, quoi. Euh, c'est un peu comme c'est un peu la façon dont je travaille. Tu vois, dès que j'entends un truc, dès que je vois un truc qui me masticote, je le note à main nue, hein. Je l'écris à l'ancienne. Moi, j'écris toujours papier, crayon avant de taper. C'est comme ça que je procède. Et je note, tu vois. Ah, Cortés, j'ai oublié de te parler de Cortés. Bon, Cortés, la bande dessinée Cortés sur le conquistador espagnol, bien sûr. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Une histoire à feu et à sang. Qu'est-ce que je te disais au sujet de Katanga? C'est le sang qui pisse, c'est l'or qui ruisselle. C'est la même chose évidemment en Amérique latine, la future Amérique latine. Euh, le saccage des Aztèques par les Espagnols. Cortés était complètement dingus. C'était un grand stratège, en même temps un homme très audacieux, tu vois, de grande qualité à acquérir. Alors, pas pour faire le mal, évidemment, il ne s'agit pas d'aller détruire son prochain, c'est pas l'idée, mais les qualités en tant que telles, l'audace et l'esprit analytique, l'esprit stratégique, si tu peux combiner les deux, mon ami, oh là là, tu iras très loin dans la vie, tu iras très très loin. Cortés a coulé ses propres bateaux, il a torpillé ses propres bateaux pour s'interdire le chemin du retour. Une fois qu'il est arrivé dans les parages de la future Mexico, qu'on appelait à l'époque Tenochtitlan, je le dis très mal, Tenochtitlan, la capitale aztèque, si tu veux, voilà, qui était quand même un gros morceau à conquérir. Une fois qu'il est arrivé dans les parages de cette capitale, il a torpillé ses propres bateaux pour s'interdire le chemin du retour aux grandes dames de ses compatriotes, de ses coéquipiers, des soldats. Sous sa férule, il l'a fait parce que le seul chemin à suivre est droit devant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être un Cortés et de massacrer ton prochain, si tu veux, pour intégrer les qualités qui étaient les siennes, tu vois, et de les appliquer à ta propre vie. Voilà. Ne regarde plus en arrière, va de l'avant. Torpille le passé, va de l'avant. C'est pas mal. J'aime bien le concept. Que te dire d'autre? L'exigence folle de ces créateurs. Les artistes de bande dessinée et d'animation se lâchent, tu vois. Plus ça va, mieux c'est. On vit un véritable âge d'or. On a connu l'âge d'or des séries avec l'avènement de Game of Thrones. Euh, Là, je trouve que ça retombe un peu, mais qui sait, ça pourrait, ça pourrait repartir de plus belle. Mais alors, en termes de bande dessinée, enfin, la créativité de ces mecs-là, elle est dingue. Elle est dingue. Je suis fou de ça, tu vois. Encore une fois, tu prends des paris complètement risqués. Enfin, qui adapterait en film ou en série Coq de combat, tu vois? Moi, j'imagine un producteur dans son fauteuil à 4 000 € qui va te dire, mais mec, le gars a tué ses parents. Qu'est-ce que tu veux que je raconte son histoire? Le public suivra pas, le public adhérera pas. Eh ben, les mangaka disent, nous, on va le faire. On va le faire. Et quand le mec sera sur le ring, en train de se prendre des pains dans la gueule, tu auras mal pour lui et tu auras envie qu'il se relève, tu auras envie qu'il montre les crocs et qu'il sache se défendre alors qu'il a commis l'irréparable. C'est dingue, tu vois. L'ambition, l'ambition des créateurs, elle est dingue. Est-ce que c'est un pari qu'ils ont fait entre eux? Je sais pas, j'étais pas là. Mais je trouve ça complètement fou, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire. Pour ce qui est de ma propre production, bah écoute, je travaille toujours d'arrache-pied.
sur Prince 202, ça fait bien de le dire, hein. Non, c'est pas d'arrache-pied, je pourrais travailler plus. On peut toujours travailler plus. La relecture, c'est la vie. J'ai envie de te dire une chose, c'est que la relecture, c'est la vie. Euh, Parce que tu es content quand tu écris, tu vois, quand t'es dans le flow, voilà, tu dis, ah, machin, c'est le plus beau métier du monde, qu'est-ce que je suis doué, tout ça. Et puis, hein, 2 jours après, tu te relis, tu as envie de te pendre. Voilà, donc, tu résistes à l'envie de te pendre, tu te relis concrètement et tu dis, OK, ça, je vais changer, ça, je vais changer, ça, c'est de trop. Un peu comme le préconisait Peter Brook, euh, le vrai travail d'artiste commence quand tu élagues. Quand tu élagues la montagne de déchets que tu as pu pondre, voilà, et que tu essaies de trouver dans cette montagne de déchets la pépite, quoi. La pépite qui vaut d'être tenue dans ses mains. Le travail d'artiste commence là, en fait, finalement. Et c'est vrai, il a raison, il a raison. C'est comme un sculpteur, tu vois, c'est comme Rodin, tu vois, qui est face à son bloc de marbre. Ok, super. Qu'est-ce que je vais en faire, tu vois? Et il va simplifier, il va purifier, il va synthétiser, il va préciser, hein, et te pondre, en définitive, le penseur. Voilà. Ça, c'est le travail d'artiste. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est éreintant, c'est très éreintant. Je pourrais rien faire d'autre, en fait. Je sais rien faire d'autre, moi. Voilà, c'est comme ça. Je te fais des bisous. Donc, tu as noté, hein, Coq de combat, GTO. Ça, j'ai pas lu. Le cas Alan Turing. J'ai pas vu non plus le film avec Benedict Cumberbatch, que j'aime beaucoup. Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent le travail de cet acteur. Benedict joue Alan Turing dans. Comment s'appelle ce film? Quelque chose Game. The Infinite Game? Non. The Imitation Game. Voilà, The Imitation Game. Ça, c'est la bande dessinée. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu. Voilà, on sait que le personnage principal est taraudé par, par sa vie intime, si tu veux. Il a du mal à concilier vie intime et vie professionnelle, il vit à une époque extrêmement nauséabonde pour les gens qui sont différents des autres. Il est différent des autres et il le vit très mal finalement. Ce qui ne l'empêche pas d'être un putain de génie, mais il vit très mal sa différence. Il est taraudé par ses désirs que d'autres qualifient de criminels. Donc il cache ces désirs-là. Voilà, bref. Alan Turing. Ouais, génie des mathématiques. Qu'est-ce que j'ai là? La conjuration Cluny. La conjuration Cluny, c'est quoi? C'est le nom de la rose, version bande dessinée, quoi. Euh, je connais pas encore. Conspiration dans des monastères, j'ai pas encore lu, mais ça me tente, tu vois. Puis c'est beau, tu vois, la beauté. Il y a un truc qui est récurrent dans ce que j'ai lu, c'est la part belle accordée à la beauté féminine. Tu vois, c'est très récurrent. C'est-à-dire que les femmes sont extraordinairement excitantes, envoûtantes, parfaitement dessinées. Enfin, Les mecs s'en donnent à cœur joie, tu vois. À cœur joie. Ce sont les descendants de Courbet, Picasso, Renoir, Boucher, clairement. Euh, le merveilleux que suscite la femme, que représente la femme, exerce une terrible fascination sur ces dessinateurs. Marie-Antoinette qui se dévêtit. Voilà, tu dis, mais je ne connaissais pas Marie-Antoinette. Là, je parle des chevaliers d'Héliopolis, hein. Je t'ai dit qu'elle était la maman de Louis XVII. Voilà, quand elle se dévêtit, tu dis, oula, mon Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas vécu à cette époque? Euh, Quitte à me faire trancher la tête, ça valait quand même le coup. Ouais, non, les créateurs s'en donnent à cœur joie. Le merveilleux féminin, quoi, tu vois, la fascination qu'exerce la femme sur l'homme qu'il soit artiste, camionneur, couturier, grand couturier. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, c'est complètement fou, tu vois. En fait, c'est vrai que quand tu es face à
très belle femme, très belle selon ton regard, hein. Euh, c'est comme si le temps s'arrêtait. Vraiment, je ne le dis pas de façon niaise. Je ne sais pas si les hommes provoquent ce genre de réaction chez les femmes, tu vois. Ah oui, t'es un beau gosse, t'es Jude Law, t'es Brad Pitt. Bon, j'imagine que les femmes vont se retourner sur ton passage. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi intense que chez les hommes, tu vois. Le problème, c'est que les hommes ne savent pas toujours contrôler ce mouvement qui les pousse vers le merveilleux. Ils vont dégrader le merveilleux, ils vont le mépriser, voilà. Bref, il y a un problème de gestion de l'énergie masculine, si tu veux, dans certains cas, pas tous, heureusement. Problème de gestion de l'énergie masculine, mais le merveilleux est là, si tu veux, indéniablement. Il y a une fascination, quand même. J'en avais parlé aussi, pareil, dans un podcast. Euh, Si tu as des choses à me dire, je t'écoute. Je suis tout oui. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, hein. Si tu veux que je te fasse d'autres recommandations, n'hésite pas. Tu t'écris avec tes petites mains en bas de la vidéo et voilà, tu me laisses tes commentaires. Et puis je t'embrasse, puis je vais aller manger, hein, parce qu'à un moment donné, je vais manger un Jean-Claude. Ouais, bien sûr, parce que tu parles. Mais moi, j'ai faim. Regarde mon ventre, il est tout plat. Regarde. Ah, il est plat ton ventre, dis donc, Jean-Claude. Tu me fais peur. Ouais, donne-moi à manger maintenant. Bah oui, une seconde. Mouah.